Salut à tous, c'est Sully Perfect Time, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la dernière vidéo pronostic de l'année pour WWE Table, Ladders and Chairs TLC. Donc qui va avoir lieu ce dimanche, horaire traditionnel, minuit le kick-off et 1h du matin le pay-per-view. Un petit pay-per-view de transition, il faut le dire tout de suite, parce que faut appeler un chat, parce que c'est la vérité. Là, on n'est pas sur du Big Four, on est vraiment entre deux Big Four même, entre Survivor Series et le Rumble. Et là, on va finir l'année tranquillement. On va expédier les affaires courantes. Il va pas se passer, je pense, montagne de choses. Et on le voit de toute façon dans les bookings et les build-up. Oh là 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 là. Les weekly vraiment laborieux, vides, médiocres, moyenasses. Il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi. Et beaucoup de remplissage, très peu de choses intéressantes. Ouais, je suis désolé, je suis très négatif et ça va donner le ton, je pense de cette vidéo. C'est vrai que j'avoue là, je suis limite, j'ai limite la flemme de vous faire cette vidéo pronostic, mais ça veut dire que c'est la passion qui a pris le dessus, quoi. Là, je suis un peu en pilote automatique là. J'ai activé le mode passion, mais parce que sinon le mode intérêt, le mode hype, il n'existe pas. Je suis désolé. Il y a qu'à regarder ce build-up et cette carte, quoi, qui est vraiment pas top. Bref, allez, on va parler de ce qu'on ne sait pas. Donc c'est le kick-off. Mettez ce que vous voulez. C'est un peu rien à foutre. Un match random comme d'habitude. Et un match, parce que pour l'instant il n'y en a que 6. Mais une configuration à 4 matchs pour Raw et 2 matchs seulement pour SmackDown. Donc je pense que je vais mettre un billet sur un match supplémentaire pour SmackDown, qui sera officialisé vendredi, et je pense que ce sera entre Big E et Sami Zayn pour le titre intercontinental, puisque voilà, il y a eu des petites interactions entre eux depuis quelques temps. Big E qui a serré la main très très fort de Sami Zayn, qui a mal à la main maintenant, qui utilise ça évidemment comme gros heel fainéant, qui fuit tous ses adversaires. Maintenant on connaît le nouveau Sami Zayn, et qui m'a même affronté Sami Zayn vendredi dernier à SmackDown, et qui a gagné avec une nouvelle ruse, en passant sous le ring. Big E qui a essayé de le rattraper sous le ring, et puis il est ressorti le premier, des petits coups de pied, et il est rentré sur le ring juste avant le compte de 10, et victoire de Sami Zayn par décompte à l'extérieur. Donc ça annonce probablement un rematch. Alors peut-être qu'ils vont le faire vendredi, mais avec seulement 2 matchs, je ne crois pas une seule seconde à ce que SmackDown reste là. Donc 4-2, donc je donne un match supplémentaire, donc Big E contre Zayn, pour moi qui sera le match le plus probable, à moins qu'ils mettent un Belair contre Bayley, mais le match est programmé vendredi à SmackDown. Alors peut-être que ça finira pas clean et qu'ils mettront le match en pay-per-view. Et également une autre possibilité, c'est un match entre Roode et Ziggler et les Street Profits, mais qui de la même façon vont s'affronter vendredi en weekly. Donc pareil, si le finish n'est pas très clean, peut-être qu'ils vont aussi faire le match au pay-per-view, mais ne vous attendez surtout pas à voir tout ça. Il y en aura, je pense, un parmi ces trois-là, et pas plus. Voire 2 grands max, quoi. Mais je pense que ce sera plutôt Big E contre Zayn. Voilà pour ce qui n'a pas encore été annoncé. Voilà, donc on va passer tout de suite à la carte principale. Allons droit au but. Match comptant pour les championnats tag team féminins entre Shayna Baszler, Nia Jax et Asuka, et une femme grise avec une brassière et avec une coiffure de mémé. Voilà. C'est très bizarre. Oui, comme vous avez pu le voir, ça aurait dû être Lana. Mais il s'est passé quelque chose pas plus tard qu'hier soir, puisque Lana a affronté Nia Jax dans un match qui était très très attendu. Lana avait très peur. Asuka lui a donné beaucoup de conseils, lui a dit, mais non, tu peux le faire, je suis derrière toi, j'ai confiance en toi, tu es une femme courageuse, je le sais. Voilà, elle l'a beaucoup encouragé, alors que Lana avait très peur. Et au final, oui, c'est la surprise, puisque un petit move sur la deuxième corde, elle fait tomber Lana fait tomber Nia Jax et lui fait un roll-up qui apparemment a été enseigné par Miro lui-même, Monsieur Lana, qui s'en est enorgueilli sur Twitter. Il lui a pris ce pin là avec les jambes complètement repliées et la tête dans le fion de Nia Jax, il faut le dire.
Et 1-2-3, donc victoire surprise de Lana. Et il faut le dire, c'est la Bérésina quand même. Le booking, et vous m'en parlez on en parle du booking là de Nia Jax et Shayna Baszler qui enchaînent les défaites. Les championnes, hein. Elles n'arrêtent pas de perdre. Là en individuel c'est la catastrophe là. Si je ne me trompe, Shayna Baszler ça fait quoi 3 fois de suite qu'elle perd et en plus c'est toujours Lana. Alors beaucoup d'aide d'Asuka, hein, bien sûr. C'est toujours souvent Asuka qui finit le travail et Lana qui enchaîne, qui pine Baszler. Je crois qu'elle l'a fait 2 fois ou 3, j'ai un petit doute. Et hier soir, après cette défaite honteuse de Jax, Baszler a perdu aussi contre Dana Brooke à cause d'une disqualification puisque Nia Jax avait fait tomber Dana Brooke à l'extérieur. C'est de la merde. C'est de la merde. Faut arrêter avec ça. C'est que des finishes de merde. Ou alors c'est des roll-up. Le plus gros finisher de la WWE depuis des mois là. Le roll-up, le schoolboy. C'est pas possible quoi. Et alors, donc oui, qu'est-ce qui s'est passé avec Lana? Lana s'est fait défoncer par Nia Jax après le match. On a vu backstage Shayna Baszler qui s'en est pris à Asuka. Ensuite, Shayna Baszler est venue rejoindre Nia Jax pour un beatdown à 2. Shayna Baszler s'est occupée de tordre la jambe de Lana, lui a retiré sa botte, elle lui a tordu la cheville, et là, Nia Jax a fait un gros splash, je crois que c'était un leg drop, sur la jambe de Lana, qui, bien sûr, blessée complètement. Là-dessus, on se disait, oula, est-ce que dimanche, ça va pouvoir le faire? Ça semblait mal barré. Et on a appris plus tard, hein, que elle était bien forfait, hein, elle est partie dans l'ambulance, hein, elle a vu un petit segment backstage dans une vidéo de YouTube où Asuka accompagnait Lana qui était sur sa civière. Voilà où on en est. Et alors attention, puisque il y a eu lorsque Dana Brooke a gagné, il y a eu quand même encore du grabuge, et avec Jax Baszler, hein, toujours, et il y a eu Brooke qui s'est fait défoncer, mais Mandy Rose, le grand retour de Mandy Rose qui était blessée depuis quelques temps, qui est revenu avec un kendo stick, et elle a été aussi aidée par Asuka au passage. Donc Mandy Rose qui a porté encore son fameux coup de genou qu'elle n'arrive jamais à réussir, hein, toujours dans le vent, hein, c'est n'importe quoi sur Baszler, et donc avec l'aide d'Asuka. Donc on a vu un tout petit travail d'équipe là entre les deux, hein, puisque évidemment Brooke n'était pas apte là à ce moment-là. Donc évidemment ça tease. Est-ce que ce serait pas Mandy Rose la partenaire de Asuka, voire Dana Brooke? Maintenant je me dis bon, mettre seulement l'une des deux, c'est un peu bizarre parce que bon, l'équipe maintenant, hein, on le sait depuis quelques temps, l'équipe officielle c'est Brooke et Rose. Donc pourquoi est-ce qu'on en mettrait plus l'une que l'autre? Sur le principe, ouais. Ils peuvent mettre Rose parce qu'elle a fait le save, elle a fait un petit travail d'équipe vite fait avec Asuka, bon, ok, ça se raconte. Les deux d'ailleurs ont dit que Brooke et Rose qu'elles étaient prêtes à remplacer Lana, hein, elles l'ont dit à Raw Talk, hein, juste après, mais moi je trouverais ça bizarre. Moi je pense que c'est plus Brooke et Rose qui doivent partir plutôt pour être les futurs challengers, ça on en reparlera juste après dans mon pronostic, mais en parlant d'abord de celle qui devrait remplacer Lana, enfin, moi, je vais pas être le seul à le penser, vous l'avez vu vous le verrez sur ma vignette, j'ai mis la tête de Charlotte. Évidemment Charlotte Flair, qu'on attend depuis des mois, hein, qui était absente, on savait pas trop pendant combien de temps, hein, on parlait de la fin d'année, on parlait du Rumble, enfin, là on y est, hein, on est dans les temps, hein, je pense. Et ça se raconte, puisque, souvenez-vous, la dernière fois qu'on a vu Charlotte Flair à l'écran, elle s'était faite agresser par Nia Jax. Elle lui avait explosé le bras. Vous vous en souvenez de ça? C'était au PC à l'époque. C'était encore avant l'Amway Center. Et voilà, c'était la dernière fois qu'on l'avait vu. Et après, on avait appris qu'elle devait se faire opérer, elle devait s'absenter quelque temps. Voilà. Donc, évidemment, il y aura un esprit de revanche pour Charlotte. Donc, ça s'écrit. Ça se comprend, ça fait sens. Et en faisant ça, en mettant Charlotte avec Asuka, il y a de quoi raconter des choses, forcément, puisque là, je vais en arriver à mon pronostic.
trouve que là, Jax Baszler, elles sont beaucoup trop dévalorisées actuellement, décrédibilisées, elles perdent tout, en individuel en particulier, elles gagnent plus rien, c'est de la merde, c'est des championnes qui sont bookées très faibles, donc ça j'aime pas ça, et il leur faut cette victoire justement pour redonner, pour avoir un petit suspense, enfin une petite surprise, j'ai envie de dire, si on peut dire, pour se dire ah bah elles arrêtaient pas de perdre, ah bah, et puis là ah bah tiens là elles gagnent. Voilà, faut leur quand même leur donner un truc quoi. Parce que si c'est pour perdre toutes les semaines à Raw et perdre en plus les titres dans le pay-per-view, là on enfonce le clou encore plus quoi. Quand bien même l'équipe qu'il va y avoir en face risque d'être assez impressionnante. Hein, si c'est Asuka Charlotte, là on est sur du très lourd, très lourd. Donc mais je pense que donc déjà pour ça, trop de défaites fait que je pense que Jax Baszler vont gagner. Et évidemment, Asuka Charlotte, on est quand même sur une grosse chute potentielle pour l'avenir, puisque évidemment là on a joué à la montre. On a bien vu que le booking féminin à Raw, hein, c'était désastreux. Là, Asuka n'avait aucune rivale, elle ne faisait rien, elle végétait, elle faisait des petites tag teams, elle se baladait avec la Brooke, Rose, Lana donc depuis quelques temps. Elle a aucune rivale, rien. Donc on jouait la montre quoi, on attendait Charlotte comme le Messi quoi, tout simplement. Évidemment Becky Lynch hein, qui vient d'accoucher d'ailleurs hein, d'une petite félicitations à elle d'ailleurs et à Seth Rollins. Bon, elle évidemment on la reverra pas avant un bon petit moment, hein, peut-être même pas sûr qu'on la revoit, hein, on sait jamais, hein, peut-être pour WrestleMania, hein, je pense qu'ils vont faire Vince va faire le forcing pour qu'elle soit à WrestleMania, peut-être contre Ronda, hein, qui sait. Bref, on a le temps d'en reparler, mais c'était surtout Charlotte qui était attendue comme le Messi, évidemment. Donc là, je pense que c'est le bon moment, hein. Et puis bon, petit clin d'œil du destin, puisque il y a un an à TLC, on avait eu les Kabuki Warriors contre Becky et Charlotte. Donc évidemment, elles étaient opposées, elles étaient dans deux équipes opposées. Donc les retrouvailles cette fois-ci ensemble, bon, pour la symbolique, c'est drôle. Voilà, ça se raconte. Mais Asuka n'a pas de rival actuellement. Donc je pense que ce serait plus intelligent de faire de la merde entre Asuka et Charlotte. Charlotte va peut-être se retourner contre Asuka, hein, puisqu'elle va arriver en l'air de nous faire penser qu'elle a envie d'avoir les titres, ce qui peut être possible, hein, puisque, rappelons-le, ce sont les seuls titres qui manquent au palmarès de Charlotte pour être Grand Slam Champion. Elle a tout gagné, même NXT, le titre NXT, mais elle n'est pas au niveau de Bayley, elle n'est pas au niveau d'Asuka, et elle n'est même pas au niveau de Sasha Banks, hein, qui est aussi devenu Grand Slam Champion, donc à Hell in a Cell, donc dans le pay-per-view il y a 2 mois quoi. Donc Charlotte, bizarrement, on pourrait penser qu'elle a tout gagné, mais non, il lui manque toujours ses titres par équipe qu'elle aurait pu gagner avec Becky l'année dernière. Là peut-être. Donc effectivement, l'argument d'une victoire d'Asuka Charlotte parce que Charlotte n'a jamais gagné ces titres là et c'est tout ce qui lui manque, il se vaut cet argument. Maintenant, moi je vais pas dans ce sens-là. Je pense que Charlotte va trahir Asuka. Si on peut parler de trahison, hein. Mais bon, on va dire en tant qu'équipe, hein, en tant que fille qui va aider Asuka, oui, elle va se retourner, elle va faire perdre Asuka, donc je pense que c'est même Asuka qui va prendre le pin, et du coup, on part peut-être sur une feud pour le titre entre Asuka et Charlotte au Royal Rumble, sauf s'ils veulent faire traîner le truc jusqu'à WrestleMania. Pas impossible, hein, ça dépendra aussi peut-être de Becky Lynch, mais là je pense qu'il faudra pas trop compter sur Becky Lynch, ça risque d'être un peu short, hein. Maintenant, si Asuka se fait piner comme je le pressens, ça peut aussi éventuellement déjà donner un petit avantage pour celle qui va faire le pin. Si possible Baszler, parce que bon, Jax a déjà eu son heure. Baszler, je l'attends toujours. Ce match de championnat entre Asuka et Baszler, malheureusement le match était très protégé entre les deux. Il a eu lieu à Raw, donc il était moyen quoi, il était correct mais pas à son niveau weekly quoi. On s'attendait à plus. Et puis c'est terminé avec de la merde en plus. C'était un roll-up, hein, ouais, c'était horrible. Donc encore une défaite de Baszler donc.
au passage, hein, comme d'habitude. Donc ce match, j'aimerais bien l'avoir pour le titre entre Asuka Baszler, mais peut-être que, mais malheureusement, hein, ils sont pas du genre VVE, ils sont pas du genre à planter des graines. C'est plus le genre de la EW de faire de planter des graines. Donc la VVE, j'y crois pas trop. Genre Baszler qui pinerait Asuka pour déjà faire un rappel dans plusieurs mois pour dire ben voilà, Baszler elle a sa chance. Mais je crois qu'ils vont pas le faire parce qu'ils ont pas de mémoire, ils sont pas dans le booking à long terme à la VVE, on l'a bien compris. Donc voilà, Charlotte donc pour moi partenaire et victoire de d'Asuka Baszler, de Jax Baszler pardon, Jax Baszler pour conserver, même si j'attends le split de l'équipe, mais je pense que là ils sont encore partis pour rester encore quelques temps. Donc voilà, et de la merde entre Asuka et Charlotte pour un build-up pour le titre, parce que de toute façon, bah, Asuka va forcément défendre son titre au Royal Rumble, moi je pense. Donc il faudra bien lui donner une challengeuse. Donc bah si c'est pas l'une des deux entre Jax et Baszler, Charlotte me semble toute trouvée, hein. Elle pourrait même faire le doublé, hein. Elle pourrait peut-être même devenir championne d'Euro et gagner le Rumble, hein, Charlotte, hein. Sait-on jamais, hein. Ça aussi, c'est très possible. Hein. Bref, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce match. On va passer au match suivant maintenant. Un nouveau tag team entre les New Day, les champions d'Euro, et le Hard Business. Hein, donc Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Bah, ce qui est un peu désolant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que deux équipes à Raw. Ce sont ces deux-là. Puisque John Morrison et le Miz, c'est une équipe, mais qui sont pour l'instant plus un duo, un tandem avec Morrison qui fait un peu le kéké à côté du porteur de la mallette qui est le Miz et qui n'arrête pas actuellement de montrer peut-être, de teaser un cash-in quoi, et donc il est beaucoup, finalement on voit beaucoup tourner autour de Drew McIntyre et des AJ Styles actuellement. Donc Morrison et le Miz ne sont pas une équipe actuellement, on ne les build pas en tout cas comme une équipe actuellement, donc et pas comme une menace pour les New Day, et donc il n'y a que ça. Il n'y a que ça, puisqu'il ne reste plus rien. Les Viking Raiders il y a un blessé avec Ivar, donc on les reverra pas de sitôt. Et on sait que Garza et Andrade ont splitté. Voilà, bah, il reste plus grand chose au final. Hein. Donc il va falloir construire des équipes. Peut-être qu'Elias et l'inattendu Jackson Riker seront peut-être ceux-là, hein, sait-on jamais. Les Hardy Bros, hein, Riddle et Jeff Hardy, hein, Jeff et Matt, hein, c'était bien trouvé. Les Hardy Bros, peut-être ça peut devenir une équipe de face, pourquoi pas, hein, de toute façon, vu le peu qu'on a, hein, moi je dis pourquoi pas. Franchement, ça, je demanderais à voir un Riddle avec Jeff Hardy, hein, franchement. D'ailleurs, Riddle qui aurait pu affronter Bobby Lashley pour le titre US à TLC. Ça n'a pas été ajouté. Je pense que vu qu'il y a trop de matchs d'Euro par rapport à SmackDown, je pense pas qu'on le fera. Donc je pense qu'ils vont garder ça pour les weekly entre Riddle et Bobby Lashley. Faut pas non plus que la carte soit trop lourde. Hein. Voilà. Donc en ce qui concerne le match, il y a beaucoup de défaites pour les New Day quand même, notamment en individuel, puisque il y a Cedric Alexander actuellement qui se sent pousser des ailes, puisqu'il a battu Woods en single, il a battu Kofi en single, et là il est en train de prendre la grosse tête tout simplement. Il a un melon, il a même une pastèque maintenant, et il commence à en faire un peu trop quoi dans le clan. Il est même un peu désobligeant envers Shelton Benjamin quand il disait oui moi je suis pas Shelton Benjamin quoi, en gros, hein, quand il s'adresse au New Day. T'as peut-être battu Shelton mais pas moi. Je suis pas Shelton quoi. Voilà, il commence à faut un peu désenfler tes chevilles quoi, un peu Cédric. Hein. Et hier, il y a eu encore un match entre les trois du Hard Business, hein, Bobby Lashley, donc Alexander et Shelton Benjamin contre les New Day et Jeff Hardy, avec Riddle qui était ringside. Et à la fin, Alexander a fait tomber Jeff Hardy de la troisième corde, hein, puisqu'il allait tenter probablement son Whisper in the Wind. Il l'a fait tomber, et derrière, Bobby Lashley en a profité pour l'achever avec sa Hurt Lock et faire abandonner Hardy. Donc, et puis après,
Alexander a célébré comme pas possible, comme si c'était lui qui avait gagné, en disant ouais, New Tag Team Champions. Et le gars, enfin derrière MVP, voilà notamment, hein, il montre un peu, voilà, il commence un peu à avoir des doutes quoi. Voilà, c'est un peu ça l'histoire au sein du Hard Business. Que fait Alexander? Est-ce qu'il va s'en aller? Est-ce qu'il va tourner à nouveau? C'est un peu bizarre parce qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, est-ce qu'il n'est pas plutôt intéressé par le titre de Lashley? En plus des titres par équipe. Peut-être qu'il a les yeux plus gros que le ventre, en fait. Et peut-être que l'appétit venant en mangeant, s'il récupère ses titres par équipe, on va avoir un clan qui va être couvert d'or, avec Lashley, titre US, et Benjamin Alexander avec les titres par équipe, et qu'Alexander, peut-être, pareil, il va regarder un petit peu, il va lorgner du côté de la ceinture de Lashley peut-être. Et là, peut-être une feud à venir entre Alexander et Lashley pour le titre US. Voilà, c'est peut-être ça qu'on nous raconte. C'est pour ça que j'ai envie de tenter de prendre le risque et de donner la victoire au Hard Business. Parce que je pense que faut changer un peu là, les New Day déjà. Parce que de toute façon vous connaissez la tradition, hein. New Day, on gonfle les palmarès, donc forcément pour gonfler le palmarès, faut qu'ils perdent les titres aussi, hein. Donc qu'ils les perdent avant de les regagner plus tard. Donc à un moment donné, ils vont les reperdre, et ça se raconte davantage avec le Hard Business qui serait couvert d'or. Moi j'aimerais bien voir ça en fait. Hein, les quatre là qui arrivent toujours en bien sapés, en costard et tout, avec MVP on va dire le manager au milieu, et puis les trois autres avec une ceinture autour des hanches quoi. Ça aurait de la classe, ça aurait de la gueule. Je pense que c'est une image que j'aimerais bien voir. Donc je pense ça peut s'écrire. Et puis ça sera sûrement un bon match, puisqu'ils nous offrent toujours des bons matchs, ces deux équipes là. Il y en a eu un notamment là qui était vraiment superbe, un peu de temps après la draft. Je crois que c'était l'Euro qui a suivi la draft, ou l'Euro de la draft même, je ne sais plus, enfin c'était vraiment juste après la draft. Il y a eu un super match entre les deux équipes. Et oui, c'est là qu'il y a eu un petit botch même d'ailleurs, avec Kofi qui avait été décompté à l'extérieur alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Bref, ils avaient refait le match, et Woods avait gagné à ce moment-là, par un roll-up. Bref. Mais c'était sur Benjamin justement. Donc voilà, je pense que ça s'écrirait plus avec Shelton Benjamin et Alexander qui seraient champions tag team, avec peut-être de la tension entre les deux, puisque actuellement Alexander prend beaucoup Shelton de haut. Voilà. Et va peut-être vouloir aussi viser le titre US. Donc le match va être sûrement bon. Malheureusement, il n'y a pas eu de... c'est vrai j'ai pas trop parlé encore des stipulations, parce que c'est vrai qu'il n'y a que 2 TLC matchs qui ont été programmés pour l'instant dans ce show, et rien d'autre. Donc, je pense qu'on va avoir potentiellement peut-être un tables match, hein. Ça aurait pu concerner le match de Lana, mais bon, elle est plus là, mais peut-être qu'on aura peut-être un match de table, de chaises, et peut-être d'échelle. Et évidemment, un match d'échelle entre ces deux équipes, ça donnerait envie, forcément. Donc moi je serais pas contre qu'on rajoute une petite échelle entre ces deux équipes. Voilà, hein, on verra bien, mais pour l'instant, en tout cas à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu de stipulation ajoutée. Voilà, donc ça c'est un des matchs, on va dire un des bons matchs que j'attends, qui peut être un très bon opener, hein, il pourrait le mettre en opener, ça serait peut-être un très bon choix. Moi je pense que ce serait un choix judicieux, donc mettez ça en opener, et voilà, épatez-nous. Faites-nous un bon match compétitif d'un quart d'heure, et moi je serais très content, et avec donc la victoire du Hard Business, intervention ou pas de Lashley, de MVP peut-être. Pas impossible qu'on voit Riddle aussi, hein, peut-être Hardy aussi, donc les Hardy Bros, hein, qui seraient peut-être aussi dans le coin, et d'ailleurs dans le clan, dans le ringside pardon, et peut-être aussi d'ailleurs j'y pense en direct, qu'avec le Hard Business champion, on préparait peut-être déjà les futurs challengers, à savoir justement les Hardy Bros. Voilà. On cherche une tag team de face, en voilà une qui pourrait être future challenger. Hardy Bros. Voilà. Si Riddle n'arrive pas à prendre le titre US à Lashley, voilà, on part sur les Hardy Bros. Voilà, c'est qu'une idée parmi tant d'autres, mais qui me paraît aussi très plausible. Allez, match suivant. Le Fiend, Bray Wyatt contre Randy Orton. Voilà, donc une chute qui a quand même été pas mal construite, qui a évidemment un passé
vraiment long comme le bras, hein. Il y a quand même il y a quand même énormément de choses qui s'écrivent entre ces deux-là, hein. On se rappelle, hein, bien sûr, de la vieille histoire où Orton avait infiltré la Wyatt Family, ça avait explosé, et puis voilà, bon ben Orton avait pris le titre à Wyatt, hein, malheureusement, hein, mais ça c'était un règne assez court pour Wyatt à l'époque, et évidemment bon, ben, beaucoup de choses à raconter, la maison brûlée de Sister Abigail aussi par Orton, donc encore des histoires de, de combustion, si je puis dire, puisque effectivement, si vous l'avez vu à Raw hier, hein, beaucoup de mind game bien entendu, et il a voulu jouer à cache-cache hier à Raw, Orton, avec Wyatt, hein, qui était en train de faire des petites blagues là sur les serpents, des petites blagues, des petits jeux de mots sur le ring, avec son pull de Noël, là, son joli pull de Noël à l'effigie du film notamment. Donc Wyatt, il a joué le jeu, il est parti en coulisses et on a vu une petite chaise à bascule, hein, où il y avait personne dessus, mais elle bougeait toute seule. Et il s'est assis dessus, Wyatt, et puis par derrière, Orton l'a attaqué. Coup de poing, on se bat là contre des rideaux de fer. Il l'a enfermé dans une caisse. Hein, Orton a enfermé Wyatt dans une caisse et il a mis un peu d'essence dessus et hop là, il a foutu le feu dedans. Et il était content, sauf qu'évidemment, la malle s'est ouverte et on est ressorti le film, qui a carrément porté une mandible claw à Orton et il a même réussi à le mettre hors d'état de nuire. Et ça fait 2 fois que ça arrive consécutivement, puisque la semaine dernière, le Raw s'est terminé par un match entre Wyatt, hein, le Wyatt normal, hein, on va dire, et Orton. Il venait de porter un RKO à Wyatt, Orton, sauf que les lumières se sont éteintes progressivement. Donc là, le RKO arrive et les lumières s'éteignent et puis en fait on retrouve finalement non plus Wyatt mais le Fiend à terre qui porte une mandible claw et puis voilà, ça s'est fini comme ça. Le match était fini finalement. Il n'y a pas eu de résultat, quoi. C'était un peu no contest, quoi. Voilà, et donc il faut aussi bien sûr noter l'intégration, hein, depuis quelque temps d'Alexa Bliss dans l'histoire, puisque voilà, maintenant elle est complètement du côté de Wyatt. Elle est devenue assez intrigante, assez flippante même. C'est devenu une espèce d'Harley Quinn, quoi. Malheureusement, elle est absente depuis 2 semaines, hein, puisqu'elle elle est même toujours, je crois, en tournage du reboot de Punky Brewster. D'ailleurs, Charlotte Flair l'accompagnait d'ailleurs, hein, et c'est à souligner. Alors, est-ce qu'on va la voir dimanche? Moi, je pense que oui, parce que, alors, je sais pas du tout combien de temps va durer le tournage, hein, mais ça serait étrange, on va dire, que de ne pas voir Bliss dans le match, intervenir, en faire quelque chose, vu qu'elle a été quand même intégrée dans le build-up depuis un petit moment, hein, mis à part ces 2 dernières semaines. Donc je pense qu'on va la revoir. Maintenant, ça sera peut-être pas forcément physiquement, ça sera peut-être une petite vidéo, hein, une petite vidéo qui va apparaître sur le grand écran, un truc, on va voir Bliss. Ça sera peut-être un moyen justement de la faire apparaître, hein, si c'est une petite vidéo enregistrée, voilà, comme ça, même si elle est encore en tournage par exemple, voilà, une petite vidéo enregistrée, ça passera très bien, puisque c'est vrai que il y a eu un segment intéressant entre une confrontation entre Bliss, qui était dans son Moment of Bliss, invité Orton, et Orton disait que elle avait peut-être trouvé quel était le point faible du Fiend, hein, parce que c'est vrai qu'il y a forcément un point faible. Wyatt, il l'avait trouvé, hein, voilà. Mais le Fiend, il savait pas trop, et il l'a trouvé, et donc il pense que c'est Alexa Bliss, tout simplement. Et c'est vrai que le Fiend est intervenu à ce moment-là, il a porté Bliss dans ses bras, et c'était un petit mind game, là, et c'est vrai qu'il avait pas l'air très rassuré, le Fiend, là. Donc voilà, et puis là, il a redéposé Bliss, voilà, et il est parti, mais... Et là, il est parti, Orton, avec son petit mind game, quoi. C'est qui rigole maintenant, hein? C'est qui rigole maintenant? Voilà, who's laughing now? Donc, c'est du mind game, et donc ça c'est plutôt bon. Hier, c'était plutôt du remplissage, hein, le segment, tout ce qui s'est passé sur le ring, la promo de Wyatt. Ouais, le petit côté un peu creepy, la chaise à bascule, le feu, c'est pas original, hein. Ça rappelait vraiment des vieux segments, on va dire, dans l'époque NT1, mais il n'y a pas eu beaucoup de, je dirais, de nouveautés.
C'était pas, ça manquait un peu d'ambition, quoi, de couilles, quoi. C'était pas, il y avait rien de novateur, quoi. Voilà. Euh, Maintenant, ça fait de belles images, hein, c'est sûr. Mais c'est un match qui, en tout cas, psychologiquement intéressant, avec donc un Orton qui pense avoir trouvé le point faible du Finn, donc qui serait Alexa Bliss. Mais bon, si Alexa Bliss n'est pas là, ça peut se raconter justement. Si, bon, admettons qu'Bliss ne soit pas là, peut-être que le Finn sera un petit peu plus déstabilisé, mais je crois pas, parce que on l'a vu encore là. Ces 2 dernières semaines, voilà, il s'en est pris Orton et il avait pas l'air affaibli. Hein. Donc on faut pas dire que Bliss soit non plus comme l'urne de Taker en quelque sorte. Hein. Je pense pas, on peut pas le mettre au même niveau. Mais c'est vrai que justement on l'a vu notamment hier, l'absence de Bliss quand même, on voit que son apport était important puisque c'est vrai que c'est pas la même chose quand Bliss n'est pas là. Je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose et un second souffle au Finn et à Wyatt. Donc je trouve que elle manquait beaucoup là hier, je trouve, et aussi la semaine dernière. Donc ce serait bien de la voir. Donc on ne sait pas si ça sera là physiquement ou à travers un écran ou avec un peu de mind game. Maintenant bon, le pronostic, je vais pas trop prendre de risques en donnant la victoire au Finn. Voilà, victoire du Finn qui doit absolument s'imposer. Il faut pas qu'il perde ce match, tout simplement. Ce serait inconcevable qu'il perde. Maintenant, j'attends surtout de voir le storytelling, de voir comment va être amené la fin du match, puisqu'il va sûrement y avoir un truc un peu surprenant à la fin, qui va peut-être impliquer Bliss ou pas, hein. Mais il y aura sûrement un truc, une surprise peut-être, mais ça va, je pense, se terminer quand même par une mandible claw de la part du Finn. Maintenant, il n'y a pas de stipulation, hein, on ne parle pas de cinématique match. Hein, là, je pense que les cinématiques match, on a un petit peu arrêté du côté de la VVE. Donc là, je pense pas que ce sera un cinématique match, hein, ça va être normal, quoi. Maintenant, bon, vu qu'il n'y a pas de cinématique match, on va peut-être un peu se faire chier sur le ring, parce que c'est vrai que les deux, ouh là là, ce ne sont pas, on va dire, des mecs, hein, qui sont connus pour nous faire des matchs, de folie. Hein. Hein, ça va être, je pense qu'on va pas aller au-delà du 3,5. Hein. Hein, on va dire que s'ils nous racontent une belle histoire, voilà, je pense que je donnerai le max possible, c'est-à-dire 3,5. Voire 3 quarts dans ma grande mansuétude, mais pas plus, quoi. Mais si c'est vraiment pas, si le finish est pas ouf, si on se fait chier, ça sera du 2,5, quoi. Voire du 2,25. Voilà, je donne déjà la note d'avance, quoi, hein, mais ça sera pas le plus grand match de la soirée, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc on verra bien. Il va y avoir pas mal de choses intéressantes à nous raconter. Peut-être des images du passé, des choses peut-être qui nous réservent des surprises, Orton, hein, peut-être, hein, on sait jamais. Alors attention, hein, parce que traditionnellement, c'est vrai, celui qui est un peu malmené dans la feud gagne au final. C'est vrai que ça fait 2 fois qu'il se prend une mandible claw là, Orton. Alors attention quand même. Donc faut voir. Est-ce qu'ils vont, parce que il y a pas de, c'est un match normal, hein, pour l'instant, donc je pense pas que ça ira à l'extérieur. Ils peuvent pas nous raconter un truc en partant à nouveau dans les coulisses, je sais pas. Donc ça va rester autour du ring, hein, a priori. Hein. Donc je sais pas, j'attends de me laisser porter et on verra bien. On va pas se prendre la tête. Mais victoire du Fiend qui me semble beaucoup plus indispensable. Match suivant, Sasha Banks contre Carmella pour le titre féminin de SmackDown. Match qui était évidemment très prévisible, hein, au vu des multiples attaques qu'a pu faire Carmella sur Banks, hein, ces derniers temps, hein, X Factor, Super Kick, hein, c'était toujours la même chose. Il y a eu enfin des confrontations, hein, des petites promos entre les deux. Bon, c'était toujours un peu la même chose, hein, ça se crêpait un peu le chignon, toujours avec des petites, toujours un peu les mêmes phrases. En gros, Carmella qui reproche à Banks en fait d'être jalouse d'elle, parce que finalement c'est un peu la même chose. Carmella qui dit que en fait Banks elle s'est cassé le cul toute sa vie pour se battre, finir au Performance Center et gravir les échelons et en arriver là où elle est actuellement, alors que elle, Carmella, elle, sur un claquement de doigts, en un claquement de doigts, sur un caprice, hein, comme elle dit, moi je suis arrivé au PC et voilà, j'ai fait la même chose que toi en fait, en faisant pas grand chose, quoi. Donc et voilà, c'est surtout un truc une feud qui tourne autour de la jalousie. Voilà, je suis meilleur que toi, nanana, je vais te battre. Enfin, c'est toujours vraiment des segments, des promos qui sont vraiment très light. Il n'y a pas grand chose en termes de contenu. Ce qui m'a gêné surtout, c'est ce qui s'est passé vendredi dernier.
avec cette signature de contrat donc qui s'est faite à distance, hein, puisque Carmella elle avait déjà piqué le contrat, hein, il n'était pas dans le petit classeur, donc Sasha Banks ça l'a énervé, elle m'a dit il est où le contrat, bah, c'est elle qui l'avait déjà, et elle l'avait déjà signé, et elle a demandé à donc ce qu'elle a appelé son sommelier, hein, qui apparemment s'appelle Hakim Young, hein, qui vient un jeune du Performance Center qui est arrivé il y a un an, et qui nous vient tout droit du Cirque du Soleil carrément, donc un vrai acrobate, qui est arrivé sur le ring donc avec le contrat qui était déjà signé par Carmella, donc elle a fini par le signer en le tamponnant, hein, avec son tampon personnel là, The Boss, et elle a carrément porté un bank statement sur le sommelier, donc lui a renversé la table dessus. Voilà, bon, c'est pas grand chose non plus là-dessus, mais ce qui m'a gêné surtout, c'est qu'elle dit mais pourquoi est-ce qu'on peut pas en découdre maintenant quand moi je suis chaude? Carrément, Banks qui dit ça, et évidemment Carmella, bah, c'est la challengeuse, elle va pas dire non. Ah bah autant le faire ce soir. Ah ben voilà, ok, le match est signé, officiel. Alors j'avais rarement vu ça, donc on fait un match, un segment signature de contrat pour un match qui n'est non pas le match du pay-per-view, mais le match du weekly quoi. Donc super. Très intelligent de nous mettre le match là maintenant, le match de championnat maintenant en weekly, alors qu'on va l'avoir 9 jours après en pay-per-view. C'est n'importe quoi de faire ça. Je déteste au plus haut point quand ils font ça. C'est n'importe quoi. Déjà que le match me hypait pas, mais alors en plus si vous nous le faites déjà avant, mais quelle est la hype pour ce match? Zéro. C'est zéro. Et alors qu'est-ce qui s'est passé en plus dans ce match qui était évidemment moyen, parce que Carmella, même si elle s'absentait pendant un moment, elle a pas spécialement progressé, hein. J'ai rien vu de spécial, hein. Elle fait un X-Factor, ouais super, elle fait des ciseaux de tête, hein, super, bah ouais c'est toujours pareil, son Code of Silence, sa soumission, bah c'est toujours la même, c'est très moyen ring, c'est juste des petits moves pour la hit quoi, ah je tire les cheveux, nanana, voilà, y a rien quoi, c'est mou, et évidemment le match était pas terrible, et Banks évidemment était moins bonne que d'habitude, bah évidemment, quand tu vois le matériel en face, bah oui, forcément que c'est moins bon. Et ça s'est terminé avec de la merde. Avec un bank statement. Elle était en train de gagner, Sasha Banks, sauf que le sommelier justement est arrivé. Il a déposé une bouteille de champagne sur le ring, puisque Carmella voulait que du champagne soit déposé une ringside pour fêter déjà la victoire, hein, à l'avance. Une bouteille de champagne donc qui roule sur le ring, l'arbitre la prend, et derrière, donc le sommelier tire Sasha Banks à l'extérieur, Sasha Banks n'a pas aimé, du coup elle donne un coup au sommelier, voilà ça se poursuit, et au final elle revient sur le ring, elle est énervée Sasha Banks, et l'arbitre lui dit arrête, et bien alors elle est décomptée jusqu'à 5 et disqualification. Super, victoire de Carmella par DQ, hein, une Banks énervée, et au final finalement Carmella prend le dessus, elle fout la tête de Sasha Banks dans un seau à glaçons, et elle prend une bouteille de champagne, et paf, en plein dans le dos, tout s'écroule, tout se casse, du champagne partout, Michael Cole horrifié, Corey Graves, lui évidemment, il est aux premières loges, hein, évidemment, c'est sa meuf, donc lui, il bande comme un taureau, et là il en peut plus, ouais, il lui tire les cheveux, voilà, bon, bah, ça s'est fini comme ça, donc voilà où on en est, c'est de la merde, on est d'accord, c'est une chute de transition, Sasha Banks va s'imposer, elle va conserver son titre, de toute façon, voilà, un règne qui est encore trop court, pas encore nous faire le coup du règne court, c'est bon, ça va 5 minutes, en plus ce qui est n'importe quoi, c'est que on nous avait dit que c'était, bizarrement, quoi, elles ne s'étaient jamais affrontées les deux, donc il y avait ce petit côté inédit, qu'on aurait pu nous garder pour le pay-per-view, eh ben non! Non, même pas. Le côté inédit, on l'aura même pas eu puisqu'ils nous l'auront fait en pay-per-view, en weekly, pardon, en weekly. C'est nul. Alors je suis pas hypé à la base même pour une première fois entre Banks et Carmella, mais au moins gardez-nous-le. Cette première fois, gardez-nous-la pour le pay-per-view, merde. J'ai vraiment plus envie de le voir ce match, j'avais plus envie. J'avais une hype de 2, et ben maintenant elle est à 0. Donc conservation du titre par Banks. Attention évidemment au sommelier. Hein, à Kim Young, qui risque encore d'être présent. J'espère que ça va pas être encore une fin de merde. J'ai peur, parce qu'il risque de protéger tout ça à la fin. Une petite protection encore, avec un finish de merde. Hein, je le sens.
Donc un truc contestable, peut-être qu'ils vont encore prolonger la feud, hein, c'est pas sûr. C'est pas dit que Banks en finisse avec Carmella dimanche. Hein. Ça peut encore se prolonger avec un finish pas clean, et puis on en refera un match numéro 3, hein, mais cette fois-ci sans DQ, quoi. Parce que là aussi, pareil, il n'y a aucune stipu pour ce match, hein, pour l'instant. Hein. Donc voilà, donc on fera peut-être un match avec un peu comme un peu avec le match de Hardy Sheamus. On va avoir des bouteilles partout. Voilà, super, on va pouvoir se frapper avec des bouteilles aussi, ça va être super. Hein, faites un bar fight, tiens, voilà, faites un bar fight entre les deux. Un match cinématique, un bar fight. Voilà, on se donnera des coups de bouteille de champagne. Ça va être super, super. Voilà, bon, c'est de la merde, et puis voilà, bon bah, je vois pas de changement de titre là-dedans, quoi. Voilà. Mais peut-être une protection par contre de Carmella dans la défaite, ça c'est pas impossible. Mais par contre, attention au DQ. Attention au DQ, ou des comptes à l'extérieur, attention au finish de merde, j'ai peur, c'est pas dit que Banks se gagne clean ce match, attention, attention. Allez, match suivant, Roman Reigns, the Tribal Chief, the head of the table, contre Kevin Owens. Voilà, bon bah une feud qu'on n'avait pas vu venir, et qui est montée crescendo là. Et bah c'est comme d'habitude, hein, la storyline samoane est la meilleure à la VVE actuellement. Et c'est ce qui tient le SmackDown à bout de bras depuis des semaines, parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas Reigns, s'il n'y a pas Uso, et donc actuellement Owens à SmackDown, le show devient minable, médiocre. Donc c'est heureusement qu'ils sont là, quoi. C'est terrible, s'il n'y a que ça, quoi, il n'y a que ça d'intéressant. Avec un Roman Reigns qui s'est renouvelé, qui est vraiment assez bluffant, j'ai envie de dire, en promo, en heel, en mec très condescendant, qui se prend pour la 8e merveille du monde. C'est incroyable. Incroyable ce changement là, il a dû beaucoup travailler peut-être pendant qu'il était absent là, pendant la pandémie, peut-être pendant qu'il avait fait une pause chez lui, peut-être qu'il a fait qu'il a pris des cours, je ne sais pas, il a travaillé peut-être avec Eman, hein, sûrement là-dessus, sur l'acting, mais il est vraiment métamorphosé, c'est assez plaisant à voir, un nouveau Roman Reigns, toujours la famille, hein, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir que Kevin Owens, lui, il a pas peur de Reigns, il a pas peur. Il a peur de personne, et ça inclut Roman Reigns. Et ça le fait chier Roman Reigns, parce que lui il a envie que tout le monde le craigne. Et il demande toujours à Jey Uso de le faire, ce travail. De dire, mais fais en sorte que je sois craint. Fais le boulot, vas-y. Prends-toi, va sur le ring, et casse la gueule de tous ces mecs là, et fais-les comprendre, et faut que je sois craint. Voilà. C'est tout. Donc il y avait eu un recadrage après les Survivor Series, comme prévu. Hein. Roman Reigns n'a pas apprécié ce qu'a fait Jey, où il s'est fait battre au Survivor Series. Il n'a pas su se faire respecter par son équipe. Et là, ça, il aime pas. Il aime pas ce genre d'attitude. Et un Jey Uso qui, voilà, on l'a encore vu. À un moment donné, il y a eu un match tag où avec Owens où Jey Uso a le dessus, sauf que Reigns lui dit avec Otis, ouais, c'était contre Otis et Kevin Owens, sauf que Jey Uso qui prend le dessus, sauf qu'au moment où il veut faire son splash, hein, il monte sur la 3e corde, Reigns lui dit non, fais-moi le tag. Fais le tag. Sauf que Jey Uso, il a fait son entêté, et il est resté sur le ring avec Owens, et puis s'est fait contrer par un stunner, et c'est là que Reigns a été obligé d'intervenir avec sa guillotine, et ça s'est fini en DQ. Un match d'ailleurs très bizarre, puisque un peu plus tôt dans le match, Otis avait reçu plein de coups d'escalier de la part de Reigns, et il n'y avait même pas eu de DQ. Prétextant que les deux hommes n'étaient pas légaux, donc on pouvait le faire. Ouais, les règlements à géométrie variable, super. Ah oui, ça marche comme ça les arrange. Hein. Quand ça les arrange. Alors que plus tard dans le match, Roman Reigns portera même à un moment donné une droite, hein, ou un uppercut à Kevin Owens, tout en n'étant pas non plus l'homme légal. Et là, on dira rien du tout. Bien sûr. Et à la fin, évidemment, là, il y a un DQ. Ah, ok. Donc ce qui marchait là, ça marche plus là. Ouais, bon, bref, j'ai arrêté de comprendre depuis longtemps. Hein. Bref. Et donc à Kevin Owens, ouais, lui, il a pas peur. Même de Jey Uso, parce que Jey Uso, évidemment la fin était intéressante, puisque la fin de ce 2v2, hein, dont toujours ce même match, Roman Reigns a pris une chaise
il l'a donné à Jay, sauf qu'après il s'est fait avoir Jay, puisque même lui, il a donné des coups de chaise à Kevin Owens, mais il a aussi donné des coups de chaise à Jey Uso. Il s'en est pris aux deux, Reigns, il était vénère. Il lui a donné une bonne leçon à Jey Uso, il lui avait prévenu pourtant, il lui avait dit attention aux conséquences, tu sais qu'il y a des conséquences. Et il lui a donné des coups de chaise, il a pris les deux là. Voilà, et puis là, il dit dans le creux de l'oreille à Kevin Owens, hein, là tu as mon attention. Là tu voulais notre attention, là tu l'as. Voilà. Et donc ce qui s'est passé là vendredi, c'est que il y a encore une petite promo là, donc où Owen dit bah oui moi, toi tu profites de ta famille là, tu te sers d'eux, et moi j'ai pas ma famille moi, et puis moi j'ai pas de famille du catch moi, hein, comme la famille samoane, moi je suis tout seul, moi j'ai juste ma femme, mes enfants, hein, qui sont même pas là, ils regardent à la télé, mais je suis pas tout seul pour autant, j'ai ramené mes meilleurs amis là, j'ai ramené une table, j'ai ramené une échelle, j'ai ramené des chaises. Voilà mes amis, hein, les chaises elles sont peut-être froides, mais elles sont dures aussi, hein, elles sont tranchantes, hein, voilà, et puis t'auras du mal à t'asseoir sur la table, hein, de t'asseoir en tant que chef de tribu, en tant que head of the table, hein, lorsque je vais te péter le dos avec la chaise. Voilà, et puis cette table aussi qui va t'accueillir aussi, hein, elle va bien te faire mal aussi cette table. Hein, et cette échelle là qui va me permettre de grimper, de gravir les échelons et de prendre ce titre, parce que je vais te prendre ce titre universel, Roman, je vais te le prendre. Voilà, donc il a parlé de tout ça, hein, alors que Reigns regardait l'écran, hein, et Jey Uso est arrivé par derrière, il a attaqué avec un coup de chaise Owens qui est tombé, sauf que ça s'est retourné au final. Kevin Owens a porté un pop-up powerbomb sur Jey Uso, sur la table qui s'est écroulée. Roman Reigns est arrivé, mais élément de storytelling intéressant, puisque pour la première fois on a vu un Heyman qui vraiment conseillait véritablement Reigns et lui disait de ne pas intervenir, alors que d'habitude c'était l'inverse, c'était plutôt Reigns qui prenait les choses en main. Et là on a retrouvé un Reigns, un Heyman plus justement dans ce qu'on lui connaissait, dans ce rôle vraiment de conseiller, mais et qui se fait cette fois respecter. Et oui, Reigns cette fois-ci il a écouté Heyman, il a dit, parce que Heyman lui a dit non, n'interviens pas, c'est pas le moment, c'est toi le chef de tribu, c'est toi qui décide en fait, c'est toi qui décide le moment où tu veux agir. C'est pas Owens qui décide quoi. Voilà, ils sont partis comme ça. Owens est parti un peu en boitant plus ou moins. Il est parti à la recherche de Reigns, hein, il a demandé à Kayla Braxton. Il est où Roman? Il est où? Sauf que derrière, Roman est arrivé, boum, il l'a attaqué par derrière contre les caisses là. Et puis là, il nous regarde, il regarde la caméra, Roman Reigns, il se présente, carrément il s'adresse à la famille, à la femme et à la fille de Kevin Owens, hein, en disant ouais, je crois qu'on ne s'est pas proprement introduit, hein, on s'est pas proprement présenté. Moi je m'appelle Roman Reigns, je suis le head of the table, le tribal chief. Et moi je m'adresse à toi, à ta femme là, la femme de Kevin Owens et tes enfants. Si vous n'essayez pas si vous n'arrivez pas à sensibiliser, à redonner la raison à Kevin Owens, moi je vais vous enlever la bouffe de la table quoi. Hein, c'est moi qui vous enlevez la bouffe de la table. Voilà, c'est quand même, c'est moi qui vous met un toit sur votre maison quoi. Voilà, en gros c'était ça, hein, les mots. Il est parti de façon très arrogante, hein, comme d'habitude. Voilà, on en est un peu dans la feud. Donc quand même très impliquante encore en termes de storytelling et de la famille face à un Kevin Owens qui est qui agit en bon babyface, mais un babyface qui quand même a des valeurs et qui est un battant, hein, qui n'a pas peur. Voilà, on retrouve des petites valeurs comparables à celles de Drew McIntyre, mais c'est dans un autre registre. Mais c'est intéressant, c'est bien, c'est une belle récompense pour Kevin Owens, hein, qui a quand même mangé pas mal de merde ces derniers temps. Donc c'est bien de lui donner ce push et cette opportunité. Même si évidemment, bah oui, le pronostic est facile à faire. Hein. Roman Reigns va bien sûr s'imposer, il n'y a absolument aucun doute possible. Donc Reigns va partir pour des mois et des mois d'invincibilité. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est un TLC match, il faut le rappeler. C'est un Tables, Ladders and Chairs match. Comme l'a indiqué notamment le fameux segment, la promo de Kevin Owens avec tous ses amis, hein, toutes ses armes. C'est donc un match qui est no DQ, donc tout est possible, notamment au niveau des interventions. Et évidemment, on pense à Jey Uso, qui va forcément avoir son rôle à jouer. Et c'est vrai que Jey Uso, c'est ce que je disais déjà la dernière fois, il a
pas, toujours pas à l'heure actuelle, véritablement, je dirais, compléter son heel turn à 100%. Il s'est vénère, et oui, il a attaqué Daniel Bryan, il l'a foutu hors d'état de nuire pendant un petit moment, il a pété des câbles, il a attaqué Otis, il a attaqué Owens, il a fait des actions de heel, mais toujours, on va dire, un peu malgré lui, parce que il y avait la menace de Reigns, qui était toujours en train de jouer d'être dans sa tête, le manipuler, et il flippait pour lui, quoi. Il se disait, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose, sinon, j'ai peur des conséquences. Et il s'en est pris à lui. Reigns s'en est pris à Jay. Donc c'était un peu tendu, c'était un peu bizarre, les retrouvailles la semaine dernière. Ouais, ça va, la famille. Ouais, ça va. Voilà, c'était un peu, c'était très bizarre les retrouvailles. Mais je pense que c'est toujours le même problème. Il faut que Jey Uso complète son heel turn à 100%. Parce que je ne vois pas de retournement. Je ne vois pas un Jey qui va redevenir face et qui va à nouveau s'affranchir. C'est bon. Moi je pense que il la faut cette faction samoane là, les Usos autour de Reigns, j'ai envie de le voir. Donc il faut le faire, mais il faut vraiment que ce soit il à 100%. Et Jey pour l'instant il fait le kéké, il est désobéi, il est pas fiable pour l'instant. Il est très changeant. Parfois il peut être un peu agressif, mais parfois il fait pas les choses convenablement. Il fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Il se fait contrer, il se fait comme renverser sur la table par Kevin Owens dans le dernier segment. Bref, il y a encore beaucoup d'erreurs. Il est comme quelqu'un d'inexpérimenté en quelque sorte, un élève qu'il faut continuer à polir et qui doit apprendre encore l'école à la dure, quoi. Voilà, donc je pense que il doit intervenir, je pense qu'il va intervenir, mais cette fois-ci il va, je pense, essayer de se racheter, de faire quelque chose, un peu comme à Survivor Series. Survivor Series, il a fait sa petite distraction qui a permis quand même à Reigns de s'imposer au final, sur Drew McIntyre. C'était pas extraordinaire, mais ça a été la petite distraction qui a suffi. Là je pense qu'il peut faire encore mieux, qu'il peut vraiment faire la décision, faire un truc vraiment décisif. Il a peut-être bloqué Owens, faire un truc intelligent, point, le menotter, je vais peut-être pas refaire le coup des menottes, mais sur l'échelle, mais faire un truc pour le bloquer et permettre à Reigns tranquillement de monter et de prendre la ceinture. Voilà. Et de s'asseoir. Ça serait intéressant d'ailleurs, ça serait drôle si à la fin du match, il y avait une table qui était installée là. Il installe une table, Reigns, et puis il s'assoit sur une chaise et il se place à la tête de la table. Et là, il pose ses mains sur la table. Il pose la ceinture là, fier de lui. Ça serait drôle. Ça serait drôle. Et puis peut-être un Jey Uso qui viendrait aussi à côté de lui, quoi. Comme un peu une table familiale, on va dire, hein, comme si on était dans un banquet familial. Maintenant, j'ai encore un petit fantasy booking. Je me demande si Jimmy Uso ne va pas aussi intervenir. Et alors soit si Jimmy et Jey à la fois qui viennent aider Reigns, ou en tout cas faire quelque chose de décisif, mais soit encore quelque chose qui pourrait peut-être être même plus intéressant, si c'est pas Jimmy qui va finalement être plus percutant, plus convaincant que Jey, il va se pointer, et là, c'est pas Jey qui va faire la décision, c'est Jimmy qui va la faire, et qui va vraiment faire quelque chose d'intéressant, de vraiment faire gagner Reigns, et vraiment faire le heel, vraiment être sauvage, comme Reigns aimerait que Jey soit finalement, en quelque sorte. Quelqu'un d'à la fois soumis à son chef de tribu, mais qui sait aussi être dur quand il le faut, et quand son chef de tribu le lui demande. Et ça, j'aimerais bien voir ça. Jey qui se ferait un petit peu dépasser par son propre frère. Et finalement, ça serait Jimmy, qu'on pour l'instant est encore discret, hein, qu'on voit de temps à autre, mais pas encore. Voilà. Il a provoqué le high quit de Jey dans le Hell in a Cell, mais pour l'instant, il a rien fait de heel, Jimmy. Pour l'instant, il reste le frère, quoi. Il reste le frère de Jey, mais bon, pour l'instant, il s'est pas rangé véritablement du côté de Reigns, hein, ça c'est sûr. Mais maintenant, vu qu'il doit être proche du retour, hein, on parlait du début de 2021, donc je pense que même pour le Rumble, on va peut-être le voir. Donc je pense que là, on va pouvoir peut-être le voir, intervenir, faire quelque chose, mais en étant plus convaincant que son propre frère, ça serait la surprise. Et peut-être que c'est justement Jimmy qui va être la clé pour que Jey
complète enfin ce heel turn qu'on attend toujours, et pour qu'on ait enfin cette faction samoane avec les Usos et avec Reigns rassemblés, avec Paul Heyman à côté bien sûr. Voilà, c'est l'image qu'on attend. Donc voilà, mon petit prono fou, ce serait Jimmy Uso qui ferait la décision. Mais victoire de Reigns bien sûr, et donc avec une table à la fin, les chaises, Jimmy et Jay de part et d'autre, et Heyman qui regarde ça avec du coin de l'œil, c'est très drôle. Ça serait très drôle comme image, moi j'aimerais bien voir ça. Voilà, et une interaction très intéressante aussi à Talking Smack aussi, il y avait eu entre Paul Heyman et Kevin Owens aussi. Il y avait une très très belle promo de Heyman. Il y avait aussi même une interaction avec Biggie qui était intéressante aussi, où il comparait un peu le Biggie avec par rapport au New Day, où il devrait plutôt vraiment s'affranchir des New Day et vraiment penser à sa carrière solo maintenant, hein, et à gravir les échelons, à prendre la ceinture. Et quand il a fait la comparaison avec Reigns en disant là ces derniers temps quand tu vois Reigns sur le ring, est-ce que t'as vu quelqu'un mentionner le Shield une seule seconde? Bah non. Ça s'est fini comme ça a laissé un grand froid. C'est vrai qu'il avait l'air de se poser des questions Biggie. Voilà quoi. Il commençait à mettre... Mais c'est peut-être d'ailleurs la suite. Biggie contre Reigns. C'est peut-être la suite. Hein. Ça, il planterait déjà des petits éléments. Ça serait intéressant. Mais Heyman est vraiment très bon pour ça, notamment, voilà, je vous conseille vraiment de le voir, de l'écouter à Talking Smack. Il apporte vraiment quelque chose en tant que, on va dire, co-présentateur et toujours avec des promos percutantes. C'est vraiment très bien ce qu'il fait. Donc victoire donc de Roman Reigns, mais un Owens qui sera sûrement pas vraiment pas décrédibilisé. Il va faire un super match. C'est un mec qui aime les spots dangereux, les échelles, les tables, les chaises. Il va être comme un poisson dans l'eau, ça va être super. Par contre, point d'interrogation pour Reigns, puisqu'on sait que voilà, les matchs de Reigns, c'est toujours avec des pauses, à l'économie. Donc je pense qu'entre deux spots, ça va être encore des petits moments de pause avant de reprendre plus tard. Ça va être encore, de toute façon, avec ce genre de stipulation, il y a moyen de faire des pauses, hein, de s'arrêter après un gros bump. Voilà, on récupère, on repart sur autre chose. Je pense que ça, on va l'avoir beaucoup. Hein. De toute façon, c'est comme ça avec Reigns. Hein. Et peut-être que donc l'apport des Usos va pouvoir aussi permettre à Reigns de s'économiser un petit peu aussi. Il faut le dire. Voilà, on va passer maintenant à ce qui pourrait être le main event hein, pour ma part. Drew McIntyre contre AJ Styles pour le titre VVE et c'est bien sûr dans un TLC match également. Hein, c'est l'autre TLC match qui sera sûrement pas à la suite du match entre Reigns et Owens. Hein. Ils vont sûrement les espacer les deux. Hein. Vu qu'on a la même stipule, ça c'est sûr. Bah oui, puisque un triple threat match, finalement, après un mini tournoi a permis à AJ Styles puisqu'on est parti de s'imposer, hein, de se qualifier pour ce match, d'avoir cette chance pour le titre, puisqu'on est parti de toute l'équipe là qui a survécu au Survivor Series, hein, puisque tout le monde a survécu au final. Hein. Et on a ajouté Bobby Lashley et Randy Orton dans l'histoire, et Braun Strowman a fait une connerie, il s'est emporté pour une connerie, juste parce que Adam Pearce avait dit le dernier mais pas le moindre, en présentant toute l'équipe. Ça a pas plu à Strowman de dire le dernier quoi, qu'est-ce que tu me racontes là, pas le moindre, enfin bon, il s'est emporté pour que dalle, un coup de boule, voilà, sur Adam Pearce, et du coup il est suspendu. In kayfabe, bien sûr, mais il est suspendu, Braun Strowman, donc pour X temps, paraît-il qu'il était blessé un petit peu, donc il s'était blessé, et que du coup c'était une façon de couvrir ça. Maintenant, ouais, j'en sais rien, de toute façon, Braun Strowman, il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt pour lui. Donc, un triple threat qui était vraiment l'un des meilleurs matchs weekly que j'ai vu cette année, un match vraiment que je vous recommande, avec Keith Lee, Riddle et AJ Styles. C'était très très bon, hein, beaucoup de dynamisme, ça allait à 100 à l'heure, c'était super, ça avait bien mis en valeur Keith Lee aussi d'ailleurs, et Riddle, enfin ça avait mis un peu tout le monde en valeur, et c'était vraiment un très bon match, et donc victoire de Styles qui m'a pas surpris, hein, je voyais Styles de toute façon, et puis en plus, il y a bien sûr Omos, hein, ce géant Jordan Omokbein, qui s'appelle donc Omos, qui l'accompagne maintenant en tant qu'une espèce de bodyguard là, qui parle peu, bon, maintenant il parlait pas du tout avant, mais maintenant il commence à parler un tout petit peu, mais il est impressionnant et c'est évidemment quelqu'un qui va avoir son rôle à jouer dans ce match, hein. C'est un n'en pas douter. Donc il y a eu évidemment donc cette qualification, mais et aussi évidemment Morrison et le Miz qui tournent autour de tout ça.
Évidemment, le Miz et sa mallette. Donc on a essayé peut-être des petites associations avec AJ Styles, de faire un plan, puisque évidemment, un plan qui pourrait arranger les deux, évidemment, que si AJ Styles devient champion, avec l'aide du Miz, notamment, je pense que c'est plus facile pour le Miz de cacher sur Styles que de cacher sur Drew McIntyre. Et à l'inverse, si le Miz cache sur Drew McIntyre et devient champion, AJ Styles, lui aussi, il aimerait bien affronter derrière le Miz en tant que champion, le Miz champion. Ça arrange les deux, tout simplement. Donc il y avait un petit arrangement entre eux, voilà. On offre une tarte même. Le Miz Morrison qui offre une tarte à AJ. Enfin voilà, on ébauche des petites stratégies. Maintenant, c'est pas très clair, ça s'embrouille un petit peu la semaine dernière. On a tenté une tentative de cash où AJ Styles qui prend la mallette lui-même, qui la prend carrément. Homos qui la donne à AJ, le Miz aime pas ça. Mais alors que le Drew McIntyre était un peu sonné, donc c'était le moment. Sauf que oui, ok, il se dit oui, allez, on va y aller. Mais le Miz n'avait pas apprécié qu'AJ prenne la mallette, et du coup il s'est réveillé, McIntyre, avec un dropkick, avec un Claymore, pardon, et justement oui, un dropkick de Sheamus qui était aussi dans l'histoire et qui a malencontreusement porté un dropkick à son copain Drew McIntyre. Et là-dessus, on est parti sur une histoire. Est-ce que Sheamus a fait ça exprès ou pas? Parce que il y a eu des petits segments backstage depuis quelques temps où on voit Keith Lee qui sent quelque chose de pas net en Sheamus et qui dit oui, backstage là là les autres on est en train de on sent que là tu vas te retourner contre Drew, donc attention à toi si tu le fais. Drew, Sheamus il en a marre parce qu'il dit mais non, mais je suis sincère, c'est mon pote, laisse-moi tranquille, voilà. Ça commençait un petit peu à monter en régime entre Keith Lee et Sheamus. Mais évidemment, le fait qu'il y ait ce bro kick malencontreux, ça met des braises. Et ils sont finis par se foutre sur la gueule la semaine dernière, Sheamus et Drew. Sauf que en fait, ils s'en sont pris finalement à Pat Buck, l'officiel Pat Buck. Ils l'ont écrasé sur une table, et puis finalement, ils se sont réconciliés, quoi. Ça, voilà, c'est les valeurs les valeurs de l'Overly. Voilà, on se pète sur la gueule, et puis à la fin, on s'embrasse. Et voilà, c'est ça les Britanniques, voilà. Bref. Et donc, les Irlandais, les Écossais, le Royaume-Uni, ce sont les vraies valeurs de l'Ovalie. Bref, voilà. Et ensuite, on a donc bizarrement le Arrow hier, aucune mention de tout ça, pas de confrontation entre Lee et Sheamus, rien pour parler au moins de ça. On continue à mettre des braises, de me dire ouais t'es pas net, machin, on m'en reparle plus de ça. Pas d'interaction entre Drew et Sheamus. On a préféré faire un espèce de conte de Noël dégueulasse, un segment pourri, avec le Miz qui raconte un conte de Noël, avec Morrison déguisé en Braveheart, évidemment, pour incarner Drew McIntyre, AJ Styles qui joue son propre rôle, l'autre qui prend une épée, oh oui, hop, voilà, il le tue avec l'épée, enfin, il va monter l'échelle, AJ Styles, tandis que l'autre, il est en train de jouer les narrateurs, le Miz, il racontait ça, c'était un petit spectacle de fin d'année, quoi, à l'école, quoi. C'était pathétique. Sheamus est arrivé alors. Il a trouvé ça pathétique aussi comme moi. Il dit moi je préfère parler avec mes poings. Voilà. Et Jake lui dit oui mais là t'es plus un problème qu'une solution là. Et Sheamus lui dit justement je préfère être le problème. Et donc là il veut s'en prendre à AJ, mais AJ lui balance un sapin de Noël à la gueule. Ah putain de merde, c'était de la merde. Et on a eu un match entre AJ et Sheamus dans la foulée qui était prévu, match qui était correct, sans plus niveau weekly. Et bizarrement une espèce de roll-up bizarre, victoire d'AJ sur un roll-up, voilà, un petit peu en opportuniste. Il a été le plus mal à AJ, donc c'est un peu con pour Sheamus. Et un Sheamus qui s'est retrouvé la tête en bas, le cochon pendu, et là Homos qui a participé un petit peu aussi à faire ça, et des coups de chaise portés par AJ sur Sheamus, et là j'attendais Drew pour le save, mais Drew n'était pas là, pas de save, rien du tout, bizarre. Est-ce qu'on a oublié l'histoire de fraternité entre Drew et Sheamus? Keith Lee n'intervient nulle part non plus, c'était bizarre, un Keith Lee qui participera plus tard à un match handicap contre Morrison et le Miz,
qu'il perdra lui-même. Keith Lee qui perd, avec les deux là qui se sont mis sur lui pour faire le pin, c'était nul. Dégueulasse, horrible pour Keith Lee. On sait pas ce qu'on fait de lui. Je sais pas s'ils veulent le dépoucher, le pusher, on n'en sait plus rien. Avec ces histoires là où il est mis avec d'autres mecs, avec Otis et compagnie là, en entraînement, à l'entraînement, un entraînement spécifique au big man pour au moins qu'il se continue à se développer en tant que big man. Que fout Keith Lee là-dedans? C'est n'importe quoi. Et là, le gars il était quand même, c'était quand même quelqu'un d'important. Il a commencé tout de suite en se confrontant à Orton dans le main roster. Il a battu Orton en 7 minutes, 6-7 minutes. C'était quand même quelque chose. Et voilà quoi. Perd contre Morrison et le Miz qui gagne rien en plus depuis des semaines et des semaines. C'est n'importe quoi. Donc là il n'y a plus d'interaction. Donc on se demande même s'ils vont avoir un rôle à jouer dans ce match. On va dire que ce qui est intéressant, même si voilà il y a eu un dernier segment là pour finir Raw, hein, la cérémonie, l'Ascension Ceremony, hein, cérémonie avec plein d'échelles. Et oui, intéressant, effectivement c'est intéressant, mais les deux ne se sont jamais affrontés. C'est vrai que j'avais jamais fait attention à ça. AJ Styles l'a rappelé, ils ne se sont jamais affrontés, et il a l'avantage en plus d'avoir déjà participé à un TLC match AJ Styles, et c'était même en tant que champion, et il avait conservé son titre face à Dean Ambrose en 2016. Et oui, alors que Drew McIntyre, lui, il le reconnaît lui-même, il n'a pas participé encore à des TLC matchs. Il n'a pas cette expérience. Donc ça a été rappelé, c'est bien de le dire. Mais AJ, Drew dit oui, bah effectivement, j'ai perdu contre Orton et tout ça, mais moi, ça m'a permis d'avancer. Voilà, ça c'est mon carburant. Et voilà, et je vais te casser la gueule. J'espère que t'es prêt. J'espère que t'es prêt, Jay. Hein voilà, des petits échanges, mais rien de foufou. Bah ça s'est fini avec finalement une phrase intéressante de la part de DJ qui a dit mais peut-être que je ne serai pas le seul. Il y aura peut-être pas juste moi à TLC. Et c'est là que John Morrison et le Miz arrivent, balance une échelle sur Drew, attaque à 3, Drew réagit quand même avec un Claymore sur le Miz, un Claymore sur l'échelle que tenait Morrison, réaction derrière d'AJ qui prend le dessus, puisque Drew s'apprêtait à porter un Claymore, mais il s'est fait déconcentrer par Omos qui avait balancé des escaliers d'acier sur le ring. Ça a déconcentré Drew, du coup il a pris le dessus, AJ, il l'a projeté Drew contre une chaise qu'il avait placée dans le coin. Une table est dépliée et posée par Omos sur le ring, table qui est à nouveau disposée par AJ. Il monte sur l'échelle, descend du coude sur Drew, voilà, on finit là-dessus. Et si on finit pas là-dessus, il y a AJ qui remonte l'échelle et qui prend la ceinture qui avait été suspendue juste avant dans le segment. Ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon pour le pronostic. Ça, il faut jamais prendre la ceinture avant le match. Jamais. Et ça, c'est pas bon. Et AJ Styles va perdre. Non, mais c'est vrai. Il faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Et visiblement, le Raw, il manquait de temps. Ils étaient un peu en retard. Et le segment et donc le show s'est terminé de façon très abrupte. C'était même pas fini. Ils ont coupé en pleine phrase. C'était dégueulasse. Bref. Voilà, donc, c'est, le pronostic, hein, victoire de Drew McIntyre. Bon, alors, oui, c'est un petit élément supplémentaire, mais c'est vrai que le fait de prendre la ceinture dans ton go-home show, c'est jamais bon. De grimper, de prendre l'échelle, c'est jamais, et de prendre la ceinture, c'est jamais bon. Donc fallait pas faire ça. C'est un rival de transition, ni plus ni moins. Faut rien attendre de plus. Ce qui est intéressant, on va dire, c'est ce sont les multiples scénarios possibles, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses possibles. Malheureusement, ils ont un petit peu mis de côté la Sheamus et Keith Lee. Je sais pas s'ils vont pouvoir intervenir là-dedans. C'est pas impossible, mais ils les ont un peu écartés, donc ça met le doute. Mais ils peuvent être encore potentiellement intervenants. Il y a bien sûr Omos. Il y a bien sûr John Morrison et le Miz, qui vont peut-être vouloir collaborer, hein, comme l'a teasé AJ. Il ne sera peut-être pas seul, AJ. Ça sera peut-être du 3 contre 1. Et s'il y a du 3 contre 1, voire 4, mais bon, on va dire Omos, on va le mettre de côté, hein, vu que pour l'instant il catche pas, mais il reste juste à l'extérieur. Mais si c'est du 3 contre 1, avec John Morrison et le Miz et AJ Styles contre Drew, et si Keith Lee et Sheamus intervenaient pour faire le 3 contre 3, imaginez Keith Lee et Sheamus qui arrivaient et qui s'occupaient du Miz et de Morrison pour les dégager. Sur ce, Drew
pourrait enfin s'en prendre à AJ tout seul, et peut-être que là, il pourrait éventuellement y avoir une victoire d'abord de Drew, parce que il faut que Drew gagne, ça c'est sûr, mais attention au turn, parce que c'est vrai que en voyant Lee à chaque fois dire attention, je te sens pas bien Sheamus, sachant que tu vas te retourner contre Drew, finalement on se demande si c'est pas Keith Lee qui va turner pour la surprise, parce que c'est vrai que plus le temps passe et moins j'ai l'impression que Sheamus va turner sur Drew. Ça m'a l'air très sincère. Ça n'aurait pas de sens pour moi en fait qu'il turne sur Drew. Ça a l'air très sincère, même le Brock Kick, on a bien vu que c'était fait de façon à ce que ce soit de toute façon très involontaire. Voilà, les deux sont réconciliés, point barre, faut qu'on en arrête là-dessus. Mais Keith Lee, on n'est pas sûr. Maintenant, le truc c'est on les a pas vus lundi, donc on sait pas si ça va continuer l'histoire. Maintenant, oui, il peut y avoir une petite intervention. Et imaginons que donc Drew s'impose après une intervention de Keith Lee et Sheamus, donc qui se seront débarrassés de John Morrison et le Miz. Célébration à 3. Drew au milieu avec sa ceinture, qui lève sa ceinture. Keith Lee d'un côté, Sheamus de l'autre, et peut-être un turn, peut-être une petite surprise. On va dire que s'il devait y avoir un turn de Sheamus, ce serait peut-être justement l'explication de son absence, de l'absence de Drew hier. Parce que, quand je vous disais, il s'est fait attaquer par des coups de chaise Sheamus, avec la tête en bas. Drew n'est pas intervenu, j'ai trouvé ça bizarre. Peut-être que Sheamus va vouloir se venger en disant ah ouais, t'es mon pote, là tu m'aides pas, tu n'interviens pas. Et c'est peut-être ça qui va jouer. Maintenant, je trouverais ça peut-être un peu léger comme argument pour turner carrément sur son ami. Donc je pense pas qu'ils vont le faire. Maintenant, on verra bien si ça va intervenir. Parce que pareil, c'est un peu comme Asuka. Il va bien falloir lui trouver un adversaire au Royal Rumble à Drew McIntyre. Donc à un moment donné, il n'y en a pas 150. Donc est-ce qu'ils vont mettre le Miz mais dans une position de Miz qui serait champion, qui aurait caché à Chelsea? Mais je vois pas du tout de cash-in, donc je vois pas ça. Ou alors ils vont lui mettre Keith Lee ou Sheamus dans les pattes, parce que c'est vrai que c'est ce qui se profile. On a l'impression que c'était Sheamus, on a l'impression que c'était Keith Lee peut-être qui aurait tourné sur Sheamus, et là Keith Lee contre Drew McIntyre, mais cette fois-ci un Keith Lee heel. C'est peut-être ça qui se profile, mais Keith Lee qui perd à 2 contre 1 contre Morrison et le Miz, on peut plus s'investir là-dedans. Donc non, ça peut pas être le futur number one contender quand on voit ça. Donc ce serait peut-être plus Sheamus. Un petit cadeau là pour Sheamus, là, qui a pas eu grand chose d'intéressant de ces derniers mois. Donc, et là il commence à reprendre un peu d'épaisseur. Il devient intéressant. Donc moi je serais pas contre un Drew contre Sheamus. Il y aura un vidéo package qui est déjà tout fait, toutes les images d'archives de leur enfance, leur jeunesse on va dire, parce qu'ils sont amis depuis très longtemps. Ils ont bourlingué au Royaume-Uni, sur les rings. Leur progression, etc. Il y a quand même un vidéo package de folie à faire. De folie. Ça se fait tout seul. Donc moi, je veux un beau vidéo package et un bon match très sympathique qui va être bien une bonne brawl pardon, entre Sheamus et Drew McIntyre. Voilà. Au Royal Rumble. Voilà. Donc peut-être que ça sera le coup suivant. Maintenant, il faudra... De toute façon, voilà, c'est un ladder match, un TLC match. Ça protège tout le monde. Il n'y a pas trop de danger. Donc AJ Styles peut perdre. Intéressant de voir ce que Omos va faire. Pour l'instant, Omos fait pas de move de catch. C'est juste surtout une présence. Il a un petit peu tiré Sheamus par les cheveux, mais il a rien fait d'autre hier. Voilà. Donc, avec l'échelle, il peut y avoir un truc si Omos s'interpose. Évidemment, vu sa taille. L'autre qui est en train d'escalader. Omos qui se pointe. Là, Drew qui est à la hauteur de la tête d'Omos. Voilà, il peut y avoir des belles images. Mais je pense que ça va mal se passer entre AJ, John Morrison et le Miz. Je pense qu'il va y avoir de la friture sur la ligne, une tentative de cash qui ne pourra pas se faire correctement, ou peut-être que Keith Lee et Sheamus empêcheront ce cash d'avoir lieu, tout simplement. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est intéressant surtout, ce sont les multiples scénarios possibles pour ce match. Là au moins c'est intéressant. C'est pour ça que je préférerais mettre ça en main event pour avoir plein de surprises, plein de choses. Mais conservation de Drew McIntyre. Un match qui peut être vraiment très bon, ça va quand même, qui peut être donc du coup le dernier match de pay-per-view de l'année, carrément le dernier match de pay-per-view de l'année 2020, et donc un match qui, je pense, pourrait être spectaculaire. En tout cas, c'est ce que j'attends, et avec un peu de storytelling et beaucoup d'hommes en place.
Ça va être très intéressant et c'est l'un des 2-3 matchs que j'attends dans ce pay-per-view. Voilà, merci pour merci de m'avoir écouté pour cette longue preview de TLC, 1h15, hein, désolé pour le temps encore. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve de toute façon dès lundi soir, mardi matin, enfin dans la nuit de lundi à mardi probablement pour la review complète. Ça sera la dernière review de l'année. Mes amitiés bien comme d'habitude à Jack Jones, à Papy Catch, à Enzo et Cody des rebuts du catch. Voilà, et à tous ceux qui me suivent sur Twitter, hein, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr à mon compte Twitter, Sully Perfecten. Voilà, parfois je fais aussi des petites vidéos, éventuellement je parle pour faire des petits pronostics aussi parfois ou des reviews. J'en ai pas fait dernièrement, mais je peux en faire sur la UW, NXT. Mais plus sur Twitter, voilà, ça aussi, pour me suivre, pour parler de NXT et UW, bah ça sera plutôt sur Twitter, voilà. Et donc, mais des remerciements aussi, j'allais oublier l'essentiel, des remerciements puisque j'ai enfin passé le cap des 300 abonnés, donc je vous remercie tous, c'était pas facile de les atteindre, hein, ça a été longtemps bloqué à 299, et puis tout à coup, ça s'est... je sais pas pourquoi, ça a explosé, enfin j'en ai gagné plusieurs, donc j'ai passé le cap des 300, donc je suis très content pour ça, donc encore merci pour cela, et on va continuer, on verra bien en 2021, et on va essayer peut-être de changer un peu les formats, faire des choses plus raccourcies, on verra bien, voilà, en tout cas, suivez-moi, abonnez-vous, hein, si vous l'avez pas encore fait, likez les vidéos pour ma visibilité, c'est très important, n'hésitez pas à commenter aussi, voilà. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la review d'un pay-per-view qui s'annonce pas fameux. Peut y avoir 2-3 trucs sympas, mais ça sera sûrement un show très filler, j'ai envie de dire. En attendant le début d'année, les sucres d'orge, les récompenses, les top 10, les tops, les flops et compagnie, hein, évidemment comme on fait d'habitude. Et que j'en ferai sûrement 1 ou 2 vidéos là-dessus. Faut que j'y réfléchisse. Et on passe en janvier, en 2021. La construction du Rumble et la road to WrestleMania, déjà. Et oui, déjà. Ça passe un temps, ça passe tellement vite. Voilà, merci à vous. Passez une très bonne semaine et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas plus que jamais, vive le catch et zéro miedo. Ciao tous.